job passionnant, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce qu'on ne se rend même plus compte qu'on travaille. Les journées s'enchaînent, les projets s'enchaînent au rythme de journées toujours trop courtes. D'ailleurs, je ne sais pas qui a inventé qu'une journée ne devait comporter que 24 heures. C'est absurde, c'est beaucoup trop court 24 heures. Pour faire, voir, entendre, écouter tout ce qu'on doit faire en une journée, quand on a le nez dans le guidon, il est extrêmement difficile de lever la tête et de regarder le monde qui nous entoure. Pourtant, aujourd'hui, il est indispensable de regarder le monde qui nous entoure, parce qu'il accélère, il change très vite. J'ai été invité à un dîner en décembre dernier d'une association, InnoCherche, qui fait de la veille en innovation pour les cadres dirigeants qui n'ont pas le temps, justement. Et ils m'ont présenté leurs travaux dans le big data, l'open innovation, la e-éducation, la e-santé, la cybersécurité, le management 2.0 et les nouveaux business models. Et pour moi, ça a été une bouffée d'oxygène que j'avais jamais vraiment pris le temps de regarder jusqu'à présent. Depuis, je me suis intéressé de très près à ces questions de données, puisque j'ai passé mon certificat de Data Science, j'ai rejoint les équipes d'InnoCherche et j'anime maintenant le think tank, Big Data d'ailleurs. Et je suis venu vous parler aujourd'hui de façon assez simple de ce que sont que ces données, qu'est-ce que c'est qu'un cookie et comment utiliser toutes ces technos pour vous rendre service à vous dans le marketing B2B. Alors, d'abord la donnée, qu'est-ce que c'est ? Depuis les débuts de l'informatique, la production de données n'arrête pas de s'accélérer, à tel point qu'on dit qu'aujourd'hui, 90% des données ont été produites dans les 2 dernières années seulement. Le graphique qui est là vous montre la quantité vertigineuse de données produites. Je prendrai juste un exemple, celui des messages WhatsApp. En 2012, on produisait en 60 secondes, toutes les 60 secondes, on produisait 20 milliards de messages WhatsApp. En 2014, on en produit 50. 50 milliards de messages WhatsApp. Voilà pourquoi, quand on parle du big data et qu'on utilise les 3 V, le premier, c'est le V de volume. Pour voir cette quantité, pour décrire cette quantité énorme de données générées en permanence. On ne peut plus traiter ces données avec les bases de données classiques. On utilise des nouvelles bases, qu'on appelle des bases NoSQL. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de SQL, c'est Not Only SQL. Comme par exemple les données orientées graphes utilisées pour les réseaux sociaux, qui sont très utiles lorsque les entités ont de très nombreuses relations entre elles. Le deuxième V du big data, c'est le V de la variété. La variété parce qu'on est capable de traiter aujourd'hui tout type de données, à la fois les données structurées, les textes, les vidéos, les sons, les données semi-structurées ou autodescriptives, comme les fichiers XML ou HTML, vous en avez peut-être entendu parler, et enfin les données non structurées, qui sont par exemple les images ou même les commentaires Twitter, les commentaires utilisateurs, utilisés pour faire des études sur les opinions des marques. Par exemple, Twitter génère 12 téraoctets de tweets par jour. On est obligé d'avoir recours au big data pour traiter ces volumes. La vélocité, c'est la fréquence, c'est le 3e V. C'est la fréquence à laquelle les données sont générées, stockées et traitées. On ne peut pas le traiter sur des infrastructures classiques. Aujourd'hui, on utilise des infrastructures Hadoop. C'est des infrastructures distribuées sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de nœuds. Et on utilise le pattern MapReduce, c'est-à-dire qu'on mappe les traitements sur tous ces serveurs et on les reduce sur le serveur principal. Tout ça en accélérant la vitesse de traitement de façon phénoménale. Alors, certains experts rajoutent un 4e, voire un 5e V, je passerai très rapidement. Le 4e, c'est la véracité. Est-ce que les données sont représentatives de la réalité? Ou est-ce qu'elles nous mentent? Le 5e V classiquement rajouté est le V de la valeur. Quelle est la valeur de mes données et quelle valeur je veux déduire de ces données? Mais le big data ne se résume pas à ce débat du nombre de V qu'il faut pour le décrire. C'est surtout l'intelligence que l'on va apporter à ces données. Et l'intelligence, c'est le machine learning ou l'apprentissage automatique. Le machine learning, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'extraire la connaissance sous forme de modèles à partir d'un grand volume de données.
Ce modèle peut être soit descriptif, expliquer le comportement des données actuelles, soit prédictif, expliquer le comportement des données futures. Les analyses Big Data sont centrées sur les données. C'est l'analyse des corrélations entre les données qui vous permet d'identifier la fonction qu'on appelle aussi la fonction prédictive, qui, elle, va s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage automatique. Mais corrélation n'est pas causalité. Et il faut garder un œil sur ces traitements automatiques. C'est là où votre avis, votre opinion de professionnel est indispensable. On pourrait rajouter le V de la visualisation. Par exemple, si on fait une étude sur les attaques sur le nombre d'attaques de requins sur l'île de la Réunion, on pourrait facilement trouver qu'elles augmentent en même temps que le nombre de glaces vendues sur la plage. Et tirer une conclusion erronée qui est, plus on vend des glaces, plus les requins attaquent. Ce serait oublier une variable sous-jacente qui explique à la fois l'augmentation des attaques de requins et aussi l'augmentation des glaces vendues, et qui est l'augmentation de la température de l'eau, bien sûr. Si vous ne gardez pas un œil sur les données que vous traitez, les algorithmes vont vous donner des analyses erronées. Bref, le big data, c'est mieux comprendre les données existantes et mieux prédire les données à venir. Et on va voir comment l'appliquer aux cookies. Mais alors, les cookies, c'est quoi? Les cookies, c'est un petit fichier de texte très simple qui est déposé sur votre ordinateur lorsque vous naviguez sur un site. C'est le site qui demande de déposer un cookie sur votre ordinateur. Les cookies, au début, étaient utilisés pour faciliter la navigation, vous permettant de passer d'une page à une autre page sans avoir à ressaisir vos informations. Aujourd'hui, les cookies sont largement utilisés, notamment dans le reciblage publicitaire. La CNIL autorise l'utilisation des cookies et de tracking à partir du moment où vous en donnez l'accord. C'est pour ça que lorsque vous vous connectez sur le site de Caterpillar, par exemple, vous avez un message d'information qui vous dit « Autorisez-vous que j'utilise des cookies sur votre ordinateur ?» Et d'ailleurs, vous devez cliquer sur « Accepter et continuer à naviguer ». Criteo nous a avoué, on a été reçus par Criteo il y a un mois, nos équipes, InnoSearch, et ils nous ont avoué qu'eux donnent la possibilité aux internautes de se désabonner de ce service de tracking. Et dans la réalité, il y a seulement un internaute sur 25 qui va au bout du process de désabonnement. Parce que cet internaute, ou du moins les internautes, considèrent que la valeur ajoutée apportée par ces services ciblés est supérieure à la crainte engendrée par l'utilisation des données. Et d'ailleurs, souvenez-vous du grand mensonge que vous faites tous, et moi aussi d'ailleurs, lorsqu'on télécharge une application sur le web, en cliquant sur « J'ai lu et j'accepte les conditions générales ». Personne n'a lu et a accepté l'intégralité des conditions générales. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Bref, il y a une question d'équilibre et de confiance entre ce que font les marques de nos données. Il y a d'ailleurs 3 types de données. Les données anonymes, qui sont des données de flux, des données de trafic, combien de visiteurs sont venus sur mon site web. Les données subanonymes, où ce sont des données sur un individu, mais on ne sait pas qui c'est. C'est ce qui est utilisé justement dans les cookies, c'est ce qui est utilisé dans le reciblage publicitaire. Et il y a enfin les données nominatives, où là, il faut votre accord express pour pouvoir les utiliser. Donc, je me suis demandé combien de cookies étaient enregistrés sur mon ordinateur. Pour le faire, je vous propose un petit test très simple, de télécharger une application gratuite qui s'appelle Ghostory, en haut à droite, qui est un petit fantôme, et qui vous indique, dès que vous allez sur un site, le nombre de cookies qu'il y a. Ici, sur le site de Caterpillar, il y en a 4. Leur nom, c'est DoubleClick, Eloqua, Google Analytics et Google Tag Manager. C'est intéressant. Alors je me suis dit, on va aller regarder ce qu'il y a dans Google Analytics. Donc si on clique sur Google Analytics, on a le détail. Et on se rend compte que Google Analytics, en fait, c'est un tracker, c'est-à-dire un ensemble de cookies, un ensemble de 4 cookies. UMTA, qui me permet de savoir si mon internaute est déjà venu sur mon site ou pas. UTMC,
qui me permet de gérer la session, et UTM-Z, dont le détail est là. Donc voilà, vous avez devant vous un cookie, un fichier simple, un fichier texte très simple, sur lequel est indiqué la date de création, la date d'expiration, et dans le contenu, les différents paramètres. Donc dans le cas précis de Google Analytics, c'est ce qui vous permet de suivre la provenance de votre internaute. La provenance de mon internaute se trouve dans le contenu, ici où on voit la source Google. En effet, j'ai tapé le mot-clé dans Google pour aller voir le site de Caterpillar. On voit aussi le nom de la campagne, Europe Always On, ce qui permet à Caterpillar de faire la différence entre les différentes campagnes publicitaires actuelles et de voir laquelle est rentable, laquelle n'est pas rentable. Mais donc ce petit exemple très simple de cookie vous permet de voir comment est-ce qu'on peut suivre l'activité de l'internaute. Et le big data appliqué aux cookies, c'est ça. Ça vous permet de traiter l'intégralité des visiteurs qui viennent sur votre site internet, d'analyser leurs paramètres, de façon à leur proposer des services ciblés, personnalisés. Si on regarde sur les autres sites internet, combien de cookies ils ont? Par exemple, le site du Monde, on voit qu'ils ont 28 trackers. Le site de la Redoute, ils ont, on le voit mal, mais une trentaine de trackers. Le site de Carrefour, ils ont 35. Et enfin, le site de Price Minister, 40 trackers. Ce qui veut dire que les cookies sont largement utilisés par l'ensemble des sites internet. Alors, quel est le futur du marketing B2B? Le futur du marketing B2B, vous le voyez, on est déjà aujourd'hui capable d'utiliser tous ces cookies pour identifier les produits à recommander aux différents clients, pour identifier quels sont les clients qui risquent de vous quitter, on appelle ça le churn, pour identifier quels sont les prospects qui sont le plus à même de signer, de convertir en acte d'achat. Mais demain, comment pourra-t-on utiliser toute cette techno? On pourra l'utiliser pour générer, alors je suis désolé, j'ai un petit... Imaginez que demain, votre site internet soit une page blanche et que le contenu du site se crée dynamiquement en fonction de chaque personne. C'est-à-dire que vous êtes capable de créer à la volée un contenu interactif avec chaque visiteur de façon extrêmement ciblée. L'idée derrière, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à chacun de vos clients. Car un message qui est ciblé est un service qui est rendu. Avec le big data et les analyses prédictives, on est capable de générer des contenus à la volée, de générer des contenus personnalisés pour chacun de vos clients. En conclusion, le big data, c'est un petit peu ce qu'a apporté la roue au transport. Le big data apporte au marketing ce que la roue a apporté au transport. Voilà, je vous remercie. Merci Paul. On peut l'applaudir.